Josh Harris était autrefois considéré comme le fier héritier d'un héritage forgé dans le sel, l'acier et la tempête. Fils de feu, le capitaine Phil Harris de Deadliest Catch, il est devenu un visage familier pour des millions de personnes qui ont admiré son courage, son charme et sa détermination sans faille à perpétuer le nom de son père sur les vagues de la mer de Bering. Mais derrière la célébrité, les aventures en mer et le nom de famille, qui avait tant de poids, une histoire plus sombre s'accumulait lentement sous la surface. Une tempête qui n'attendait que d'éclater. Des années plus tard, des révélations ont transformé l'admiration en indignation, et l'homme qui était considéré comme l'incarnation de la résilience a dû faire face à l'effondrement de tout ce qu'il avait construit. Qu'est-il vraiment arrivé à Josh Harris de Deadliest Catch? La réponse est bien plus compliquée qu'on ne l'imaginait. Dans l'univers de Deadliest Catch, le nom de Harris évoque des images d'âpreté de tempêtes implacables et la poésie obsédante de la survie. C'est un nom qui résonne comme un héritage, un triomphe et une tragédie à parts égales. Mais pour comprendre l'ascension de Josh Harris, il faut d'abord comprendre son père Phil Harris, l'homme dont la vie en mer a défini non seulement une émission de télévision, mais aussi toute une mythologie de la navigation moderne. Phil Harris est né le 19 décembre 1956 à Bothell, dans l'État de Washington. Dès qu'il a été en âge de se tenir sur le pont, l'océan l'a appelé. À 8 ans à peine, il commence à accompagner son père lors de sorties de pêche, apprenant les rythmes de la mer, le claquement du vent froid et l'interminable bras de fer entre l'homme et la nature. Après avoir terminé ses études secondaires, Phil n'a pas hésité. Il s'est tourné vers la pêche au crabe à plein temps, un choix qui allait façonner le reste de sa vie. À l'âge de 21 ans, Phil était déjà devenu l'un des plus jeunes capitaines de crabiers de la mer de Bering. Un exploit audacieux, presque téméraire dans l'une des pêcheries les plus brutales et les plus impitoyables de la planète. Au fil des décennies, il a commandé le FV Cornelia, Marie, le transformant à la fois en son navire et en sa scène, le symbole de tout ce qu'il représentait. Dans Deadliest Catch, Phil Harris ne se contentait pas d'apparaître à l'écran, il le dominait. Il fumait constamment, disait ce qu'il pensait sans hésiter, et se comportait avec l'autorité d'un homme qui a regardé la mort en face et a refusé de cligner des yeux. Il était effronté, magnétique, profondément imparfait et tout à fait humain. Cette rare honnêteté a fait de lui le favori des fans, un capitaine que les gens non seulement respectaient, mais aimaient sincèrement. Hors de l'eau, sa vie n'était pas moins intense. Il y a eu des motos, des nuits endiablées, des mariages, des fêtes, des triomphes et des accidents. Pourtant, au milieu des turbulences, il est resté dévoué à une chose, sa famille. En 2008, Phil a élargi ses ambitions et lancé Captain's Reserve Coffee, une gamme de mélanges sur le thème de la pêche dont le Harris Family Blend. C'était sa façon à lui de transformer sa célébrité en quelque chose de durable, un héritage que ses fils pourraient recevoir un jour. Ses fans l'ont félicité pour cela, pour avoir pensé non seulement à la prochaine prise, mais aussi à la prochaine génération. Pendant un certain temps, tout semblait aller de l'avant. Mais la mer, comme toujours, avait d'autres projets. Pendant le tournage de la 6e saison de Deadliest Catch, une catastrophe s'est produite. Le 29 janvier 2010, alors qu'il déchargeait une pile de crabes sur l'île St. Paul Island en Alaska. Phil a été victime d'une attaque cérébrale soudaine et massive. L'équipe s'est figée incrédule, mais le choc s'est rapidement transformé en action. Il a été transporté d'urgence à Anchorage, où il a été opéré, puis plongé dans un coma artificiel afin de réduire l'enflure de son cerveau. Puis contre toute attente, il s'est réveillé. Pendant une brève et miraculeuse période, il était conscient et même assez fort pour parler et serrer la main de ses fils. Les médecins ont parlé d'un rétablissement remarquable d'un moment qui semblait défier toutes les sombres prédictions. Mais alors que l'espoir commence à renaître, la tragédie frappe à nouveau. Phil Harris a succombé à une hémorragie intracrânienne et est décédé le 9 février 2010 à l'âge de 53 ans.
La nouvelle a fait l'effet d'une onde de choc dans le monde de la pêche. Sa mort n'a pas seulement marqué la fin d'une vie, elle a marqué la fin d'une époque. Son absence est devenue partie intégrante de l'émission Deadliest Catch. L'émission ne s'est pas dérobée. Au contraire, elle a documenté la déchirure dans les moindres détails. Il y a eu des épisodes d'hommage, des moments de chagrin, de silence et de réflexion qui semblaient aussi réels que n'importe quelle tempête jamais filmée par la série. Des épisodes comme Blown Off Course et Redemption Day ont capturé le chagrin de ceux qui le connaissaient le mieux, laissant les téléspectateurs pleurer un homme qu'ils avaient l'impression de vraiment connaître. Pour la plupart des fans, la douleur s'est arrêtée au moment du générique. Mais pour Josh et Jake Harris, le chagrin était personnel et public. Phil et sa première femme, Mary Harris, qu'il a épousée en 1982 et dont il s'est séparé en 1991, sont les parents de Josh et Jake. Dès qu'ils ont su marcher, les garçons ont été entourés par le monde que leur père commandait. Le bruit des vagues, l'odeur du diesel et du sel, le rythme sans fin des tempêtes et des reprises. Dans l'émission Deadliest Catch, les deux Phils ont travaillé à bord du Cornelia Mary, en commençant comme matelots de pont. Ils remontaient les casiers à crabes, nettoyant les ponts, et apprenaient le rythme impitoyable de la vie sur la mer de Bering. Les caméras ont filmé toutes les disputes, tous les rires, toutes les leçons durement apprises. Ils étaient jeunes, rudes et bruts, la nouvelle génération d'hommes de Harris apprenant à survivre. Ils n'étaient pas encore des stars, mais tout le monde le savait. Les projecteurs les attendaient déjà. À la mort de Phil, ce n'était donc qu'une question de temps avant que les deux fils ne soient propulsés dans un rôle auquel ils ne s'étaient jamais vraiment préparés. Les fans se demandaient s'ils seraient à la hauteur du nom Harris, s'ils pourraient survivre en mer sans l'homme qui les avait guidés. Pour Josh et Jake, le défi n'est pas seulement de maintenir à flot le bateau de leur père, mais aussi de se montrer digne de son ombre. Être le fils d'un capitaine est une chose. Devenir soi-même capitaine est une toute autre chose. Pendant des années, Cornelia Mary a été synonyme de Phil Harris. Son cran, sa prestance, sa volonté inébranlable. Quiconque entrait dans cet espace se mesurait à une légende. L'océan lui-même semblait les juger, les mettre au défi d'échouer. Chaque tir, chaque cri, chaque décision était pris sous le poids de ce nom. Josh a parlé ouvertement de la pression qu'il subissait, de la façon dont il essayait d'égaler l'intensité de son père, tout en trouvant son propre rythme. Il a admis que parfois le plus dur n'était pas la mer, mais le fait d'être à la hauteur de la mémoire d'un homme qui était devenu plus grand que nature, l'ascension de Josh. Au fil des saisons, Josh a commencé à aller de l'avant. Avec son partenaire Casey McManus, il a fini par acheter le Cornelia Mary et a assumé davantage de responsabilités à bord. Au fil du temps, il est devenu co-capitaine et a gagné le respect de l'équipage, des producteurs et des fans. Puis est arrivé Deadliest Catch Bloodline. Bloodline a été lancé en 2020 et a totalement éloigné l'histoire de Josh des glaces de l'Alaska pour l'emmener dans le bleu tropical. L'idée est qu'en réaménageant le Cornelia, Marie-Josh a découvert des cartes de pêche hawaïennes et des notes griffonnées laissées par son père. Casey et lui se sont ensuite rendus sur la côte de Kona, à Hawaï, pour interpréter ces cartes, explorer l'histoire de Phil dans cette région et enquêter sur ce que son père aurait pu faire des décennies plus tôt. Le pêcheur hawaïen Jeff Silva a ensuite rejoint le duo et tout le monde a adoré l'émission parce qu'elle mêlait découverte, défis de pêche et héritage. Au fil du temps, Josh a développé sa propre identité et au cours des 3 saisons, Bloodline a invité le public à le voir non seulement comme le fils de Phil, mais aussi comme un homme qui reconstitue les cartes secrètes et les motivations de son père. Au cours des saisons de pêche les plus meurtrières, Josh a également grandi en tant que voix. Les fans l'ont vu affronter les tempêtes, les tensions au sein de l'équipage, les pannes mécaniques et les fluctuations des quotas de crabes. Au cours de la saison d'X8, par exemple, il a expliqué comment la pêche au crabe royal rouge a été fermée et s'est tournée vers le crabe royal doré et la morue noire.
Tout ce qu'il a fait a largement contribué à façonner la façon dont les gens voyaient la suite de Harris. Ils ne voyaient plus Josh comme un simple remplaçant. Maintenant, pour les gens, il était un capitaine à part entière. Pour une grande partie des téléspectateurs de l'émission Deadliest Catch, Josh représentait l'espoir. Il était le fils qui reprenait le flambeau de son père, qui faisait le maximum pour préserver son héritage tout en luttant contre la nature. L'histoire était convaincante et les gens s'y sont intéressés. Il a suscité l'admiration pour de nombreuses raisons, notamment son courage en mer, son leadership sur le pont et sa résistance à la pression. Il était considéré comme l'héritier légitime du nom Harris, mais l'admiration s'accompagnait d'un examen minutieux. C'est ainsi que chaque faux pas, chaque conflit au sein de l'équipage ou chaque mauvaise prise a été disséqué sous l'angle de la question: est-il à la hauteur de Phil? Pendant son séjour dans la série, Josh est devenu un personnage incontournable, son nom étant associé à celui de Cornelia Mary. Lorsque Bloodline a été diffusé pour la première fois, certains ont adoré les informations plus approfondies sur la famille Harris. D'autres se sont demandé s'il n'exploitait pas la mémoire de son père. Cependant, l'attrait de l'émission était réel, et même si certaines personnes regardaient pour voir s'il pouvait réussir, elles ne pouvaient pas nier la popularité de l'émission sur toutes les plateformes, les luttes personnelles et les problèmes juridiques. Le meilleur endroit pour commencer est en 1998, lorsque Josh Harris avait environ 15 ou 6 ans. À cette époque, une grave allégation a été portée contre lui selon laquelle il aurait abusé sexuellement d'une fillette de 4 ans. Cette affaire est restée dans l'ombre pendant des années, mais elle a refait surface plus tard et a joué un rôle central dans sa chute. Comme l'affaire impliquait des mineurs des deux côtés, de nombreux documents ont été mis sous scellé ou ont fait l'objet de restrictions quant à leur accès au public. Certains documents judiciaires et rapports publiés ont révélé des éléments clés. En 1999, les autorités ont arrêté Josh et ont porté plainte contre lui après que les résultats de l'analyse de l'ADN l'aient prétendument lié au crime. Cependant, au lieu d'être jugé pour agression sexuelle, il a finalement plaidé coupable pour des chefs d'accusation moins graves, à savoir agression au 4e degré et communication immorale avec un mineur. Selon certains rapports, sa peine comprenait 9 mois de détention ainsi qu'un examen psychosexuel dans le cadre du résultat. Des années plus tard, dans une décision de la Cour d'appel de l'État de Washington, datant de 2019, les tribunaux ont examiné les appels concernant la tentative de PE d'un enfant et la communication avec un mineur parmi les chefs d'accusation retenus contre Josh Harris. L'avis a confirmé les condamnations au motif que les preuves étayaient les accusations. Pour être clair, la Cour a trouvé suffisamment de preuves pour soutenir les condamnations de communication avec un mineur et de tentative de viol au 3e degré dans cet appel. Toutefois, à l'époque, les gens ont commencé à dire que la réduction des charges et le plaidoyer indiquaient la complexité et l'opacité de la manière dont l'affaire avait été traitée, en particulier pour quelqu'un qui était à l'époque un mineur. Pour répondre parfaitement à cette question, nous devons comprendre qu'il existe plusieurs raisons interdépendantes pour lesquelles une affaire aussi grave que celle-ci est restée dans l'ombre pendant si longtemps. La première raison pourrait être qu'à l'époque, Josh était mineur et que par conséquent, certaines parties du dossier juridique auraient été scellées ou interdites d'accès au public. La raison n'en est pas que Josh était un enfant célèbre, mais que la plupart du temps, les affaires concernant des mineurs sont assorties de protections afin d'éviter une stigmatisation à vie. Une autre raison pour laquelle cette affaire est restée si longtemps dans l'ombre pourrait être le fait qu'ils ont plaidé pour des délits mineurs. En plaidant pour des délits mineurs, au lieu d'être condamnés pour agression sexuelle, les éléments les plus choquants n'ont peut-être pas été rendus publics parce qu'il n'était pas nécessaire de repasser devant le tribunal. Les derniers chefs d'accusation, à savoir ***LT et communication immorale, sont juridiquement beaucoup moins sensationnels que l'abus sexuel, ce qui leur a permis de s'enfouir plus facilement dans des dossiers judiciaires tranquilles. En outre, en 1999, Josh n'était pas une personnalité de la télévision,
de sorte que la chute d'une star n'aurait pas été un problème. De plus, à cette époque, l'intérêt du public était faible, les médias limités et les médias sociaux inexistants, de sorte que l'affaire pouvait être résolue discrètement, sans que l'on s'intéresse de près à lui. Certains des chefs d'accusation les plus graves auraient pu être imprescriptibles ou juridiquement difficiles à poursuivre des années plus tard, notamment en raison des problèmes de preuve de mémoire de témoins et d'âge. Vous vous demandez peut-être encore pourquoi si peu d'informations ont été trouvées lorsque Josh est enfin devenu un personnage important. La vérité, c'est que lorsque l'émission Deadliest Catch a élevé Josh plus tard, les vérifications des antécédents du réseau n'ont peut-être pas fait apparaître les dossiers scellés. La condamnation passée n'a pas été signalée ou elle a été négligée. Ainsi, pendant de nombreuses années, le public et probablement même les collègues n'ont pas su. Ces facteurs combinés ont fait que pendant plus de 2 décennies, la plupart des téléspectateurs ont vu Josh comme un capitaine de pêche en pleine ascension et non comme un homme au passé obscur. Cependant, si l'affaire de 1998 et 1999 est la plus importante et la plus explosive d'autres démêlés, avec la justice et des problèmes personnels, ont fait surface au fil des ans, même s'ils n'ont pas toujours été clairement liés à Josh, mais font partie du contexte plus large des luttes de la famille Harris avec la réputation, et cela amène directement les gens à se demander exactement quel genre de personne Josh est vraiment. Les premières allégations, et probablement les plus graves que les gens ont vues au sujet de Josh, sont les condamnations pour conduite en état d'ivresse. Dans une décision de la Cour suprême de l'État de Washington, il a été noté que Josh avait déjà été condamné à 2 reprises pour conduite en état d'ivresse. La première a été prononcée par le tribunal municipal de Seattle en 2001 et la seconde par le tribunal de Renton il y a plusieurs dizaines d'années. Cette information a conduit de nombreuses personnes à douter de la sincérité de cet homme. Ce doute s'est renforcé lorsqu'un communiqué de presse de l'US qui décrivait Joshua Harris plaidant coupable en 2011 d'avoir transporté des personnes, dont une mineure à des fins d'activité sexuelle et de prostitution, au-delà des frontières de l'État, a été porté à l'attention du public. Bien qu'il n'ait jamais été confirmé qu'il s'agissait bien du fameux Josh, de nombreuses personnes l'ont cru et se sont empressées de le prouver. L'incident suivant a rendu les gens vraiment sceptiques au sujet de la famille Harris lorsqu'on a découvert que le frère cadet de Josh, Jake Harris, avait des problèmes judiciaires publics, y compris des arrestations pour conduite en état d'ivresse et possession de drogue. Par exemple, en février 2010, Jake a été arrêté pour suspicion de conduite en état d'ivresse avec délit de fuite. En mai 2021, Jake a été de nouveau arrêté pour conduite en état d'ivresse et pour avoir conduit alors que son permis avait été retiré. En 2017, Jake a été arrêté à Phoenix pour possession de méthamphétamine et de Xanax, une grave accusation liée à la drogue. Ces démêlés judiciaires autour du nom Harris n'ont fait qu'ajouter à la tension ambiante. Et comme ça, le public et les médias étaient déjà sensibilisés à la possibilité d'un scandale. Lorsque la technologie et l'Internet sont devenus facilement accessibles au public, un scandale est devenu inévitable. Au fil du temps, les fans ont fait circuler des rumeurs, des théories sur les réseaux sociaux, des articles de blog et des spéculations sur les dessous de la famille Harris. Rien de tout cela n'était solide jusqu'à ce que l'affaire de 1998 refasse surface, mais les chuchotements ont servi à alimenter les soupçons. Porter un secret d'une telle gravité, surtout s'il concerne un enfant, peut engendrer un profond sentiment de culpabilité ou de honte. Pendant des années, Josh a peut-être compartimenté, supprimé ou rationalisé. Ce conflit interne a pu conduire à l'anxiété, à l'évitement ou à la distance relationnelle. Avec la montée en puissance de sa notoriété, les enjeux n'ont fait que croître. La crainte que le secret ne devienne public s'est probablement intensifiée au fur et à mesure que sa notoriété augmentait, ce qui signifie que ses décisions au travail, son comportement en public et ses choix vis-à-vis des médias devaient toujours avoir cette ombre à l'esprit.
Josh n'a pas seulement dû faire face à l'anxiété liée à ce secret, mais il a également dû avoir du mal à faire confiance à qui que ce soit. Après tout, il est difficile d'instaurer la confiance lorsque quelqu'un porte un secret. Que ce soit avec des partenaires romantiques, la famille et des amis proches, ou l'équipe, il peut y avoir eu des barrières, des murs émotionnels, une autoprotection, un comportement incohérent ou une attitude défensive. Cela peut même l'avoir conduit à adopter un comportement à risque. Après tout, il arrive que les personnes qui portent un fardeau secret se livrent à des actes autodestructeurs ou risqués, tels que la consommation de drogues et d'alcool et la prise de décisions impulsives afin de s'endormir ou de se distraire. Les condamnations pour conduite en état d'ivresse et les infractions au code de la route, si elles s'appliquent effectivement à Josh, s'inscrivent dans un schéma de problèmes juridiques liés à des impulsions sous l'effet du stress. Même si tout le monde est choqué d'apprendre les incidents qui se sont produits en 1998 et 1999, si nous regardons en arrière, certains signes peuvent aujourd'hui apparaître comme des avertissements. Cependant, à l'époque, il était facile de les rationaliser. Tout d'abord, lors d'interviews ou d'apparitions publiques, chaque fois que les rumeurs ou les accusations se rapprochaient, Josh semblait généralement sur la défensive, tendu ou évasif. Par ailleurs, certains membres du personnel ont déclaré que dans l'environnement intense de l'émission Deadliest Catch, les conflits au sein de l'équipe, les ruptures émotionnelles et les réactions brutales se produisaient bien plus souvent qu'ils ne l'auraient dû, ce qui aurait pu masquer des troubles internes plus profonds. Enfin, comme le public l'a vu une fois que le spin-off Bloodlines a révélé davantage de cartes cachées et d'histoires personnelles de Phil Josh, a montré un côté vulnérable. La tension, entre en révéler juste assez et en cacher trop, peut avoir reflété un schéma de vie. L'effilochage, les surfaces de scandale et les retombées. Nous savons tous qu'en 1998 et 1999, Josh Harris a été accusé d'avoir commis un crime terrible et que pendant longtemps, cette information est restée cachée au public. Comment ces informations ont-elles pu refaire surface après avoir été cachées dans les archives des tribunaux et les pages d'avis juridiques? Eh bien, ces informations ont refait surface en 2022, entraînant le scandale qui était resté caché sous la surface pendant si longtemps. Tout a commencé lorsque des documents judiciaires et des rapports ont fait surface, alléguant que lorsqu'il était adolescent, Harris avait abusé sexuellement d'un enfant de 4 ans en 1998. Au début, la rumeur ne nommait pas explicitement Josh Harris, mais au fil du temps, les médias se sont emparés de l'affaire et les réseaux sociaux l'ont amplifié, ce qui a permis à l'histoire de se répandre rapidement. L'une des premières actions publiques a été menée par Radar Online, qui a rapporté que Discovery coupait les ponts avec Josh Harris après les révélations. Le site a également affirmé que la chaîne avait pris connaissance du dossier juridique et décidé que Josh Harris n'apparaîtrait plus dans Deadliest Catch. La réponse de Discovery a été très rapide. Selon un porte-parole de Discovery, la société a informé Radar Online qu'elle avait été mise au courant du problème. Elle a assuré le public que Josh n'apparaîtrait plus dans les prochains épisodes de la série. C'est ainsi que la chaîne a commencé à retirer Deadliest Catch Bloodline de Discovery et de son site web, effaçant ainsi le spin-off de sa plateforme. La 3e saison de Bloodline a été diffusée en 2022, mais après que les allégations ont refait surface, Discovery a annulé la série et supprimé ses épisodes de son service de diffusion en continu. En outre, Discovery a supprimé la présence de Harris dans Deadliest Catch. Dans la saison d'X9, Harris n'est pas apparu du tout. La chaîne a coupé les ponts et supprimé ses épisodes de la diffusion en continu. Cornelia Marie, le vaisseau fortement associé à Harris et à l'héritage de son père, a également disparu après la saison d'X8. Selon certaines sources, Discovery a pris ses distances avec Harris et son partenaire commercial, Casey McManus, en retirant le navire et l'équipage des épisodes suivants. Ces actions n'étaient pas de simples modifications techniques, elles symbolisaient une rupture dans la narration. Le retrait de Cornelia Marie a été largement interprété comme la fin de l'ère Harris sur Deadliest Catch.
Le navire était un élément incontournable depuis des années, et son absence soudaine en disait long. Après tout cela, la réaction du public a été immédiatement explosive. Les fans se sont emparés des médias sociaux et ont commencé à réagir sous le choc, la colère et la déception. De nombreux fans se sont même sentis trahis. Les médias sociaux et les forums de fans sont devenus les lieux de discussion les plus actifs pour les fans qui ont commencé à débattre de ce qu'ils savaient déjà. Ils ont également profité de l'occasion pour exprimer leur frustration et ont même tenté de réconcilier l'homme qu'ils ont admiré pendant si longtemps avec les nouvelles révélations. Alors que certains fans étaient occupés à annuler leurs abonnements, d'autres exprimaient publiquement leur dégoût. Le drame ne s'est pas arrêté là puisque les médias se sont emparés de l'affaire et ont commencé à publier des articles d'opinion très acerbes tels que « Une émission de télé-réalité devrait-elle continuer avec une personne présumée coupable d'agression sexuelle sur des enfants ?» Quelle est la responsabilité des chaînes? Les titres ont été directs et impitoyables. Les principales publications de divertissement et d'information ont couvert l'affaire. Ils ont retracé les apparitions de Harris, noté l'annulation de la lignée et contextualisé la chute. Certains éditorialistes ont affirmé que Discovery n'avait pas le choix. D'autres l'ont critiqué pour ne pas avoir agi plus tôt ou pour ne pas avoir examiné Harris de manière plus approfondie. Le débat s'est étendu aux questions relatives à la fermeture des casiers judiciaires et à la manière dont les célébrités peuvent être tenues pour responsables de crimes commis par des jeunes. Josh Harris lui-même s'est peu défendu publiquement. Il est resté largement silencieux dans les médias. Dans une déclaration via IMDb News, Harris a annoncé que Cornelia Marie n'était pas optionnée cette année, ce qui signifie qu'elle n'apparaîtrait pas dans la série. Cependant, cette annonce a été formulée en termes passifs, pas d'option, et a évité les allégations juridiques directement. Il n'a pas contesté publiquement les accusations ni fourni de contre-arguments détaillés dans cette déclaration. Certains fans ont interprété ce silence comme un aveu. D'autres ont gardé l'espoir d'une future déclaration. Entre-temps, le réseau évoluait rapidement. Pour Discovery, il était clair que le risque de continuer avec Harris l'emportait sur la continuité narrative ou la fidélité des téléspectateurs. Pour la série, les retombées ont été dramatiques. Après tout, le Cornelia Marie avait été l'un des navires emblématiques de Deadliest Catch. Aussi, lorsqu'il a disparu, beaucoup y ont vu un effondrement symbolique de l'héritage de Harris. Saison après saison, la composition des vaisseaux de la série a changé. La chaîne s'est tournée vers d'autres capitaines, d'autres intrigues. L'identité de Deadliest Catch a commencé à s'éloigner du récit de Harris. Discovery a également géré le changement de narration avec prudence. Elle n'a pas fait de grandes déclarations sur l'annulation pour cause, mais a utilisé un langage qui mettait l'accent sur la prise de conscience et la distanciation. Ils ont supprimé ou édité des scènes et effacé Bloodline des services de streaming, faisant ainsi disparaître la série et ses pièces jointes des archives officielles. Les fans y ont vu une forme d'effacement discret de la part de l'entreprise, reconnaissant le scandale en supprimant les preuves. Dans le même temps, certains médias ont estimé que cette approche suscitait des critiques. Certains ont estimé que Discovery aurait dû divulguer de manière proactive les raisons des modifications ou des annulations. D'autres ont déclaré que c'était la seule solution pratique. Le dossier public était désormais disponible et la chaîne se devait d'agir. Les conséquences de ce que Josh a fait se sont étendues au-delà de l'émission. Presque tout a été gâché de sa carrière à sa réputation, en passant par son identité publique, et tout cela est devenu assez troublant. Ainsi, la marque Deadliest Catch, que le nom et l'héritage de Harris avaient enrichi, est devenue un fardeau. Le plus douloureux pour les fans, c'est que l'héritage de Phil Harris est désormais lié à un terrible scandale. Ce qui avait commencé comme l'histoire édifiante d'un fils perpétuant l'héritage de son père a pris une tournure très sombre. À bien des égards, les retombées de 2022 ont été le moment où le passé caché est entré en collision avec le présent public. Jusqu'alors, Harris avait réussi à surmonter les tempêtes en mer, les conflits entre les membres de l'équipage et les changements de quotas de pêche.
Cependant, il n'a pas pu faire face à un héritage que l'exposition exigeait qu'il affronte. La série dérivée Bloodline, qui s'articulait autour de la redécouverte des cartes et des motivations cachées de Phil, a elle-même été annulée et retirée lorsque la controverse a éclaté, mettant fin au récit qui liait l'identité de Harris au secret de son père. Lorsque The Deadliest Catch a atteint la saison d'X9, Josh Harris n'était plus là, et beaucoup d'utilisateurs se demandaient si Cornelia Marie reviendrait un jour. La série se poursuit, mais l'ère Harris est malheureusement terminée. Douleur, trahison et conséquences. Lorsque le scandale public a éclaté en 2022, les répercussions n'ont pas été seulement juridiques ou professionnelles. Ils ont carrément atterri dans la vie des gens. Pour Josh, sa famille et les fans qui l'ont vu grandir dans Deadliest Catch, les retombées ont été synonymes de chagrin de trahison et de redéfinition déchirante de l'identité et de la confiance. Sur le papier, il semble que la seule chose que Josh Harris ait perdue soit sa plateforme télévisuelle et son public. Mais en réalité, c'était bien plus que cela. Pendant très longtemps, Josh a vécu sa vie sous les yeux du public portant l'héritage de Harris. Ainsi, lorsque Discovery a coupé les ponts avec lui et l'a retiré de Deadliest Catch, c'est une grande partie de son identité qui a été coupée. Cette perte d'identité est horrible, et le coût personnel de tout cela est à plusieurs niveaux. La réputation qui était autrefois sa base est devenue fragile. Les relations de confiance et d'admiration avec les producteurs, l'équipe, les sponsors et les fans se sont brisées. Même si sa santé mentale n'a pas pu être documentée, de nombreuses personnes ayant vécu des situations similaires ont toutes dit à quel point un tel scandale peut peser psychologiquement sur n'importe qui. Il entraîne la honte, l'anxiété et l'isolement. C'est précisément ce qui est arrivé à Josh. Certains pensent que le silence de Josh après les révélations suggère un retrait de l'engagement public, peut-être pour protéger ce qui restait de sa vie personnelle. Que savons-nous de ce que Josh a fait depuis lors? La réponse est presque rien, car très peu de détails fiables ont fait surface. Il n'a pas repris d'épisode de Deadliest Catch. On dit qu'il a été retiré de l'émission et qu'il n'apparaît plus après 2022. Sa dernière apparition connue remonte à la saison d'X8 de Deadliest Catch. Quant aux personnes avec lesquelles John a travaillé, ou à celles qui croient vraiment à l'histoire de Harris, le scandale les a obligées à réexaminer ce qu'elles savaient. L'héritage de Phil a donc été brisé, et la famille a souffert du scandale qui a éclaté. La plupart du temps, lorsqu'une personnalité publique que l'on soutient est accusée de quelque chose de grave, la réaction émotionnelle est immédiate. De nombreux fans ont réagi par le choc, le dégoût et le sentiment de trahison. Les messages sur les réseaux sociaux et les forums se sont illuminés de messages du type « Je n'arrive pas à y croire ». Comment avons-nous pu rater ça? Ou « Il semble si authentique ». Cette réaction des fans était attendue, car la plupart d'entre eux avaient investi une confiance émotionnelle dans un homme qui avait grandi sous leur regard. Ils l'avaient vu apprendre, lutter et espérer. L'encourager n'était pas un simple divertissement, c'était une affaire personnelle. Aussi, lorsque cette image à laquelle il s'était tant habitué au fil des ans a été brisée par des révélations d'abus, ce fut plus qu'une déception. C'est un facteur qui a déstabilisé l'histoire interne de tous les fans qui croyaient en cette personne. La tension qui s'est créée entre le moment où je l'ai encouragé et celui où ses allégations sont horribles a largement contribué à provoquer la culpabilité et la colère. La tragédie de l'histoire de Harris est multidimensionnelle. Ce n'est pas seulement la chute d'un homme. C'est l'effritement de la confiance, la trahison de l'innocence et la rupture du contrat entre le spectateur et le récit. Dans l'univers de Deadliest Catch, la plupart des tragédies se présentent sous une forme physique. Tempête, gelure, chavirage et le danger infini de la mer de Bering. Cette tragédie est différente. Elle est morale, pas météorologique. Dans les tragédies physiques, le risque est visible. Vous voyez les tempêtes, les vagues, les glaces changeantes. Vous jugez en connaissance de cause. Ici, le danger était caché, dissimulé dans des dossiers juridiques et des décisions de jeunesse. Lorsqu'il est enfin apparu, le choc a été plus profond.
Il ne s'agissait pas d'une confrontation extérieure avec la nature. Il s'agit d'une confrontation avec la vie intérieure d'une personne que l'on croyait connaître. L'histoire a également été marquée par la trahison. Les téléspectateurs ont fait confiance à Josh en tant que dépositaire de l'héritage, un fils qui fait le dur travail. Cette confiance s'est révélée fragile, et la trahison s'est faite à plusieurs niveaux. La tragédie s'est aggravée principalement parce que la plateforme qui l'a élevé, la prise la plus mortelle de Discovery, a également contribué à le rendre visible. L'histoire de Josh Harris, même lorsqu'elle était déchirante, a permis aux gens de comprendre que les images publiques sont contrôlées. Les actes passés, même cachés, peuvent être rattrapés. L'obligation de rendre des comptes est importante. Et que le temps n'efface pas les conséquences. Que les personnes qui se cachent derrière un écran ont une histoire. Le public a également appris que la tragédie invite à l'humilité. Elle nous invite, en tant que spectateurs, à nous interroger sur le degré de perfection que j'exige d'une personne que j'admire. À quel point est-ce que j'investis dans ce que je pense que quelqu'un est plutôt que dans ce qu'il est vraiment? Comment est-ce que j'équilibre l'empathie pour la complexité humaine avec l'exigence de responsabilité? En fin de compte, l'histoire de Harris devient plus que l'ascension et la chute d'une seule personne. Il devient un miroir qui montre comment la célébrité, le secret, la mémoire et la justice s'entrecroisent. C'est un déchirement non seulement pour les proches de Josh, mais aussi pour ceux d'entre nous qui l'ont observé encouragé et qui ont cru en lui. Qu'en pensez-vous, Josh Harris? Était-il un homme qui essayait d'honorer l'héritage de son père ou quelqu'un qui a laissé son passé détruire tout ce que sa famille représentait? Pensez-vous qu'il mérite d'être pardonné? Ou certaines erreurs sont-elles simplement trop lourdes à surmonter? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner